Bonjour à tous. Vous m'entendez bien là? Tout est bon? Ok, super. Merci beaucoup d'être là. Avec Florent, aujourd'hui, on va vous parler Bug Bounty et la démarche qu'on a dans le groupe SIPA Ouest France pour déployer ça dans l'ensemble du groupe. Qui en est? Bonjour. Alors, si vous voulez déjà flasher le QR code pour le feedback, on va le réafficher en fin de présentation. Alors moi, je suis Florent Leborn, je suis développeur full stack chez Ouest France depuis une dizaine d'années et je travaille notamment au service informatique commercial. Et donc moi, c'est Florian Girard, je suis archi à la DSI et j'ai aussi une casquette archi SSI du groupe SIPA auprès du RSSI, sur l'ensemble du groupe. On va voir ce qu'est le groupe SIPA. Alors aujourd'hui, on va vous faire un petit retour d'expérience sur la façon dont on traite la sécurité chez Ouest France et notamment un gros focus sur la partie Bug Bounty. Donc on va commencer par présenter un petit peu le groupe SIPA avec Ouest France. On verra quelques tendances sécuritaires et puis on passera dans le vif du sujet avec la mise en place des SSI champions, le DevSecOps et puis la grosse partie Bug Bounty avec une présentation, un cas concret. Et puis on verra les enseignements qu'on en a tirés chez Ouest France. Donc on va vous parler un peu de nous, là, du groupe. C'est pas forcément pour faire de la pub, on n'a pas grand-chose à vendre. C'est surtout parce que c'est très dimensionnant dans notre sujet, en fait. Le groupe SIPA, c'est donc tout en haut du groupe, il y a une association, l'association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste, qui régit différentes filiales et entités. Il y a beaucoup d'autonomie dans toutes ces entités et ces filiales différentes. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de DSI. Pas dans chaque filiale, mais il y a des grosses DSI que vous connaissez. Il y a la DSI Ouest France. Il y a, en gros, il faut le savoir, il y a 200 personnes à la DSI Ouest France. Après, il y a Aditi, sur le bassin rennais, vous connaissez sans doute Aditi. Il y a entre 100 et 130 personnes typées techniques chez Aditi. Et après, il y a plein d'autres filiales. Il y a 20 minutes où il y a une DSI. Il y a Publi Hebdo avec le site actu.fr et les hebdomadaires, où là, il y a aussi une DSI. Donc, en fait, il y a une hétérogénéité de structures, d'entités, de métiers différents, et du coup derrière, techniquement, de stack applicatif, de stack infra, de compétences. Et l'enjeu de la sécurité, il est ultra transverse dans le groupe. En fait, on partage des choses. On partage de l'infra, on partage des compétences. Et à ce titre, on doit avoir vraiment une réflexion ultra transverse au niveau du groupe pour assurer la sécurité. Je vais vous parler maintenant, alors sans grandes ambitions, mais en gros, vu de notre fenêtre, les tendances sécuritaires, au niveau SSI uniquement, bien sûr, dans le monde, pour illustrer finalement comment on est arrivé à cette démarche. Il y a un site web, j'ai mis le lien à la cybermap.kaspersky.com, qui est assez amusant. Alors, non, ça marche ou pas? Ouais, j'ai l'animation, un petit gif. Alors c'est assez fun à regarder. C'est les attaques en temps réel dans le monde, les attaques cyber. Donc voilà, le front est assez amusant. Ce qui est intéressant aussi du site, c'est qu'ils font des stats. Ils font des stats sur les attaques. Il s'avère que là, on l'a prise il y a une semaine, je crois, Florent, la capture. La France, on était le 15e pays le plus attaqué. Donc voilà, ça permet de suivre dans le temps. Il faut savoir. Nous, on se prépare là à des événements ce week-end, entre autres, avec nos amis qui sont ici, mais aussi les JO. On se prépare à tout ça. Il faut savoir, avec l'analogie 2021 à Tokyo, à un mois des JO, le Japon était 15e au niveau de cette carte. Au moment des JO, ils étaient premiers. Donc en gros, ça met une pierre dans l'édifice pour préparer ces JO. Tac. Et donc, voilà, pour corréler le discours... voilà, il y a plein d'articles. Donc là, j'ai pris une capture de notre filiale. Il y a l'ANSSI qui accompagne le COJO, le Comité olympique pour les JO, s'attend à 4 milliards de cyberattaques au moment des JO. L'analogie avec Tokyo, il y avait 450 millions de cyberattaques. Donc voilà, on se prépare. Et JO après JO, finalement, ça ne fait qu'augmenter. Un autre élément important, alors il y a plein d'articles diffusés. Là, c'est Europol qui déclare qu'en fait le crime organisé au sens large est devenu a pris le virage numérique. Ça veut dire qu'en gros leur première activité maintenant, c'est le numérique, au-dessus du trafic d'armes, au-dessus du trafic de drogue. Alors pourquoi? Il y avait une petite conférence, je ne sais pas si vous connaissez Devox, qui n'est pas au niveau de Brestcamp, mais
peut-être un jour. Qui a eu une keynote là il y a 2 mois avec Guillaume Poupard. Donc Guillaume Poupard, c'est l'ancien DG de l'ANSSI, qui est aujourd'hui chez DocaPost, et qui avait une super keynote à regarder sur YouTube, qui expliquait qu'en fait la raison de finalement ce qu'il appelait ces startups de la criminalité qui avaient déplacé leur activité pour des raisons où en fait c'est super simple de cyberattaquer des entreprises. Il y a un marché directement mondial. En fait, une entreprise peut directement attaquer n'importe quel pays. Il y a l'embarras du choix du victime. Il y a des startups qui se spécialisent dans les CHU. Il y a des startups qui vont se spécialiser dans la PME, dans la grosse entreprise, dans les médias. Donc voilà, il y a vraiment une facilité, un embarras du choix. Et en fait, il y a aussi des zones de non-droit dans le monde. Alors là, c'est de la géopolitique. Là, il citait la Crimée, où aujourd'hui, la Crimée est reconnue comme russe ou comme ukrainienne en fonction des pays. Nous, la France, on la reconnaît comme ukrainienne. Et du coup, quelqu'un qui se positionne en Crimée, qui attaque une entreprise française, l'État français va se retourner contre l'État ukrainien. En ce moment, c'est un petit peu compliqué. Donc en fait, voilà, il y a clairement une zone de non-droit là-bas, où finalement les cyberattaquants sont assez tranquilles. Un autre élément, alors ça on parle pas mal de nous, mais c'est que c'est très contextuel. Il y a eu un avant et après dans le groupe SIPA, c'est marqué le 21 novembre dans l'article, c'était exactement le 20 novembre au soir, un vendredi soir, où on a eu un ransomware, alors tout est public, il y a rien de secret, vous pouvez aller voir sur les articles, qui a attaqué notre SI, et on était préparés, mais jamais assez préparés, et clairement a mis à mal tout notre SI, et on a mis quelques semaines, voire quelques mois à s'en remettre. Et évidemment, il y a eu un avant-après dans le groupe en termes de gestion des risques et surtout financiers et d'organisation. C'est à partir de là que la démarche a commencé à naître. Finalement, il fallait, on s'est rendu compte via cet événement qu'il fallait mieux se préparer. Donc, globalement, alors c'est très naïf, j'espère qu'il n'y a pas des experts de la cyber qui dans la salle, mais voilà, c'est ma représentation en gros de l'évolution de la cyber dans le SI. On était dans un modèle historique de château fort. On avait en gros notre château fort avec notre pont-levis et nos grosses parois périmétriques. On était dans une approche de défense périmétrique. Là, on était à l'époque où il n'y avait pas de cloud, où clairement on avait tout notre SI qui était on-prem. Et à cette époque-là, on mettait des gros pare-feux autour de notre SI et on était tranquille à l'intérieur, on faisait ce qu'on voulait. Il n'y avait pas d'histoire de keycloak, il n'y avait pas d'histoire de tout ça. Les applis n'étaient pas forcément authentifiées à l'intérieur du SI, etc. Alors j'ai mis 2015, voilà, c'est ma lecture de l'histoire. En gros, il y a l'approche aéroport qui arrive avec des SaaS. En gros, voilà, on est toujours derrière nos parois de notre château fort, là, mais après, on commence à avoir des bouts de SI dans le cloud. Un SI qui commence à être explosé. Donc du coup, il y a des modes SaaS, on met des pare-feux à l'intérieur du SI, on commence à mettre des choses, à prendre conscience qu'il faut durcir un petit peu la sécurité. Donc là, on appelait ça la défense en profondeur. Et depuis quelques années, on passe au modèle Zero Trust. Alors pourquoi ? Il y a le cloud qui arrive vraiment de partout. On a un SI totalement explosé. Et aussi à l'intérieur du SI, nous on l'a vu sur notre ransomware. On avait un virus qui était dormant dans notre SI depuis un moment, et donc qui était arrivé par un mail et qui dormait dans notre SI depuis quelques mois. Donc ça illustre clairement pourquoi on doit faire plus confiance à personne dans notre SI, dans nos applis. Et donc ça tire quoi ? Ça tire qu'en fait, historiquement, le modèle château fort, c'était un sujet très infra. Et plus on arrive aujourd'hui vers le modèle Zero Trust, ou plus l'exigence sécuritaire elle monte dans les couches applicatives. Et le modèle Zero Trust, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au niveau de toutes les équipes applicatives, il doit y avoir une sensibilisation, une prise de conscience sur les exigences à avoir de n'importe quelle appli. Nous, on fait des applis qui sont exposées en interne, puis en externe, puis l'inversement. Et donc, on se doit d'avoir une rigueur et des exigences sur toutes les applis à l'identique. Alors, j'arrive sur notre communauté CSI champion DevSecOps. Donc, je vous ai dit, groupe SIPA Ouest France, en gros, en équivalent DSI, on est sur Rennes à peu près 350. On a créé, du coup, ce qu'on appelle la communauté SSI champion. Aujourd'hui, on est une vingtaine.
Donc, je vous explique ce que c'est. En fait, alors il y a la mouvance DevSecOps. Donc ça, c'est un terme un peu les commerciaux de SN dans le couloir là, ils doivent bien parler de ça. Nous, on n'est pas trop marketés, donc on a choisi d'appeler ça les SSI champions. Mais voilà, clairement, c'est une analogie avec ça. C'est finalement le besoin, c'est d'intégrer le plus possible dans les équipes la sécurité, dans les équipes applicatives et clairement au sens DevOps. Donc l'approche, c'est une démarche communautaire. C'est pas un service, c'est pas une équipe, c'est une démarche communautaire. C'est la première exigence, c'est que les personnes qui y participent aient la volonté d'y participer. C'est la plus grande exigence. En gros, c'est des volontaires, ils ont envie d'y aller. Et après, il y a des profils très variés. Il y a des devs, des lead devs, des gens plutôt ops. Et finalement, c'est pas un problème. L'ambition, c'est vraiment d'avoir une démarche communautaire où on intègre des personnes avec des profils différents, des compétences différentes. Il y a des gens très formés déjà aux problématiques SSI, d'autres beaucoup moins. Mais l'enjeu, c'est vraiment de faire une communauté où on puisse partager pas mal de choses. Donc en gros, renforcer. Le premier point, c'est renforcer la sécurité dans nos différents produits et dans nos différents services. Un point important, c'est les relais locaux RSSI dans les services projets, au moment en termes a posteriori, quand il y a des incidents, tout simplement. On est confronté quand même à énormément d'incidents chez nous, et c'est ultra pratique d'avoir des relais locaux dans les équipes qui connaissent en gros les SI, leur propre SI, pour être ultra réactifs dans ces moments-là. Ça facilite les roadmaps techniques sur la priorisation des efforts SSI. Ça, je pense que peu importe la boîte, c'est pas un sujet simple. Nous, on a été vaccinés en 2020, mais rapidement, c'est l'être humain, il oublie quoi. Il oublie ça. Et donc, les métiers oublient aussi des fois les problématiques SSI. Et donc, les sujets SSI, généralement, quand ils arrivent dans les équipes, c'est en confrontation avec des sujets métiers. Donc, l'enjeu aussi de ces personnes-là, c'est aussi d'exposer le risque, d'exposer l'importance de traiter ça en fait dans les roadmaps. Ça facilite la montée en compétences SSI des équipes. C'est vraiment une idée communautaire où derrière, ça doit se faire tache d'huile. Donc derrière, voilà, c'est vraiment pour que ça soit valorisé au niveau de toutes les équipes. Clarifier les lignes rouges, ça c'est des choses importantes au départ. On a des CMS exposés sur le net. La politique de patch management, c'était pas très clair. Aujourd'hui, voilà, on se doit de clarifier cette ligne. On a peu importe le CMS, quelque chose qui est exposé, on a clairement une ligne rouge à respecter. Et enfin, facilitateur de projet, pragmatisme, c'est aussi, dans ma vision, les sujets SSI au sens large sont pas simples à intégrer dans les équipes vis-à-vis en particulier des métiers qui ont toujours beaucoup de choses à faire. Donc c'est voilà, être pragmatique vis-à-vis de la méthodo pour intégrer ça dans les équipes. Et vraiment, voilà, la communauté permet entre autres de s'entraider là-dessus. Donc je vous ai parlé déjà du Zero Trust. Voilà, l'enjeu, c'est vraiment d'intégrer dans les équipes. Et un point important pour que ça marche, donc je vous ai dit, 20 personnes, des profils très différents, des petites filiales, des grosses filiales. L'idée, c'est vraiment, pour que ça passe à l'échelle, comme le titre de la conf, d'avoir une autonomie, une décentralisation et une responsabilisation de chacun. Donc on va le voir dans le bug bounty comment on y va, mais clairement chacun est administrateur finalement de son périmètre. Il a tout droit sur son périmètre. Florent ? Ouais. Alors le bug bounty, donc c'est le focus de cette présentation aujourd'hui. On va voir un petit peu qu'est-ce que c'est, on va voir qui sont les acteurs rapidement, et on va voir par le biais d'un exemple comment on l'implémente chez Ouest France. Alors le bug bounty, ça veut dire primo bug, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont chercher des failles, des bugs, et pour récupérer une prime par la suite. Ces gens, ce sont des hackers, et pour la petite histoire, il y a trois types de hackers. Il y a les chapeaux blancs, qui sont des hackers bien souvent qui en font leur métier, et qui vont aider les entreprises à trouver des failles. Il y a les chapeaux gris, les grey hats, qui vont avoir ce même rôle, mais avec un rôle un peu plus flou à côté. On peut le dire comme ça, et les black hats qui vont, eux, travailler bien souvent pour des États ou des organismes pour vraiment récupérer des données et faire du mal, on va dire. Dans ce petit monde-là, ça marche beaucoup par réputation, et on le verra après avec les différents acteurs, notamment avec des points, quand c'est du bug bounty légal.
Il faut juste savoir aussi que le bug bounty, c'est un outil, mais ça vient en complément d'autres outils. On l'a vu tout à l'heure avec le Zero Trust, ça vient en complément d'un firewall ou d'un WAF. Ça vient en complément d'authentification diverses et variées sur les différents serveurs qu'on peut avoir. Ça vient en complément d'outils d'analyse de code, type Sonar, d'outils d'analyse d'images Docker ou de VM, type Arbor. Ça peut venir aussi en complément de pentest, si on a les ressources pour le faire en interne. Et ça vient en complément de formation et ou d'évangélisation, c'est-à-dire d'explication, de prêcher la bonne parole dans les équipes. Maintenant qu'on sait ce que c'est, les objectifs, c'est d'identifier les problèmes de sécurité au sens large. Alors on l'a vu, c'est des chercheurs qui vont chercher des failles. Ces chercheurs, ils vont peut-être avoir des compétences dans certains domaines, typiquement l'authentification, la base de données, etc. Donc là, on ratisse au sens large. On teste en continu, parce que quand on ouvre un bug bounty, on va le borner dans le temps ou pas, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont travailler tout le temps. Les objectifs, c'est aussi de sensibiliser, parce qu'on va le voir tout à l'heure, un bug bounty, il y a un périmètre dédié. Donc sur ce périmètre, il va y avoir un référent, le SSI champion, on l'a vu. Donc ça permet de sensibiliser dans les équipes de développement par le biais de ces SSI champions. La force de frappe, je viens d'en parler. Plusieurs hunters ou hackers vont travailler en parallèle. Ce n'est pas forcément le cas quand on parle de pentest. Et pour faciliter tout ce petit monde, il y a des acteurs, des sociétés qui permettent de mettre en relation des chercheurs, des hackers et des entreprises qui souhaitent trouver des failles et protéger leur système. Alors ces acteurs, très rapidement, hein, on peut en citer le plus connu, je pense que c'est HackerOne. Il y a Yogosha. Il y en a qui sont spécialisés dans différents domaines, la crypto, la blockchain, le web. Et chez Ouest France, nous, on a fait le choix de travailler avec un acteur qui s'appelle Yes We Hack. Alors pourquoi on travaille avec eux? C'est une entreprise qui est française. Et en dialoguant avec eux ou en allant voir leur bug bounty public, on constate qu'il y a quand même de bonnes références, notamment des API du gouvernement. Là, j'ai cité Doctolib, le Blablacar, mais il y en a d'autres. On est accompagné dans nos bug bounty par un CSM, donc un Customer Success Manager, qui nous aide à gérer les bug bounty. On va le voir tout à l'heure, à construire les programmes et à inviter des nouveaux hunters régulièrement. Et du coup, ça nous a mis en confiance pour travailler avec eux. Et donc chez Ouest France, chaque SSI champion est responsable d'un bug bounty chez Yes We Hack. Donc comment ça marche le bug bounty avec Yes We Hack et chez Ouest France? Tout commence par un programme. Un programme chez Ouest France, on peut dire que c'est égal à un budget avec un référent, le SSI champion. Dans le programme, on retrouve certaines notions comme la description de la société, la description du programme. Alors pourquoi est-ce qu'on va décrire le programme? C'est pour dire que par exemple, on veut protéger des données utilisateurs, on veut protéger des paiements, des transactions. Sur ce programme, on va pouvoir mettre des règles, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les bug bounty, on les fait sur la prod. Et donc on va demander à interdire les attaques DDoS, les scans auto. L'idée, c'est de pas planter la prod, bien sûr, de ne pas faire de coupure de service. Dans ce programme, on va aussi mettre une éligibilité à la récompense. On va le voir après. Donc par exemple, il faut être le premier à trouver la faille. Si par exemple plusieurs hunters travaillent sur le même programme, il se peut qu'il y en ait deux qui trouvent la même faille. Donc il faut être le premier à trouver la faille. Il faut avoir détaillé la faille pour qu'on soit capable de la reproduire et de la comprendre. Donc dans le programme toujours, on va mettre des primes. Alors chez nous, on a 4 niveaux de primes. Ça va de 100 € à 1500 €. Dans le programme, on a aussi des scopes. On l'a vu, chez Ouest France, il y a plusieurs SSI champions qui sont dans un programme dédié. On pourrait par exemple imaginer, et c'est le cas chez nous, avoir un bug bounty dédié à l'authentification et un bug bounty dédié à d'autres périmètres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un scope. Le programme, ensuite, on a le choix de le mettre en privé ou en public. Donc tout à l'heure, je vous ai présenté les acteurs comme Doctolib, etc. Eux, ils ont des bug bounty qui sont publics. Nous, on a fait le choix de garder notre bug bounty en privé. Et on a des nouvelles invitations de chercheurs tous les 2 mois, en tout cas sur le mien. Donc on verra si on va en public à un moment donné.
Le deuxième point pour le bug bounty, c'est le rapport. Une fois qu'on a publié le programme, il y a des failles qui vont être trouvées et ça va générer un rapport. Dans le rapport, on trouve des informations telles que le type de faille. Est-ce que c'est une injection SQL? On va retrouver le scope sur lequel elle a été trouvée. On va retrouver le endpoint concerné, la description. Comme je viens de le dire, il faut être capable de comprendre ce qui s'est passé, de voir si le bug il est avéré ou pas. On va retrouver une notion de score CVSS. Ça, je vais le détailler un petit peu après. C'est ce qui va permettre de déterminer le niveau de criticité de la faille. On va retrouver un statut, parce que dans le rapport, on va pouvoir dialoguer avec le chercheur. On va pouvoir demander des détails sur comment il a fait. On va pouvoir changer le statut aussi pour savoir s'il est dupliqué, j'en ai parlé juste avant. Donc voilà, il y a une forme de discussion et de vie du rapport dans le temps. Alors un petit zoom sur le score CVSS, parce que c'est important, parce que ça met un cadre à tout ça. Le score CVSS, c'est une métrique d'évaluation des risques cyber, et c'est une norme qui évolue dans le temps. Donc aujourd'hui, elle est en 4.0. En fait, c'est quoi? C'est 3 vecteurs donc qui génèrent une chaîne de caractères comme j'ai mis en bas du slide là. Donc là, on voit que c'est le CVSS en version 4.0 slash. On va avoir un critère, 2 points, une valeur. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va me permettre de déterminer la note et la criticité de la faille. La métrique de base, par exemple, on peut la détailler un petit peu. Il y a plusieurs choses. Le vecteur d'attaque. Typiquement, si on peut attaquer à distance, c'est plus facile et plus grave que d'avoir une attaque qui nécessite d'être dans les locaux. La complexité, est-ce qu'il faut passer par un tiers pour pouvoir exploiter une faille? Est-ce qu'on a réussi à bypasser une ou plusieurs authentifications? Et est-ce qu'on a réussi à faire fuiter des données? Est-ce qu'on a réussi à modifier des données? Ou est-ce qu'on a réussi à carrément effacer des données? Ça, c'est la métrique qu'on retrouve le plus souvent dans les rapports. Et derrière, il y en a 2 autres qui vont pondérer la première. La métrique temporelle, typiquement, c'est est-ce qu'on peut automatiser l'attaque, donc pour pouvoir la généraliser à plusieurs endpoints ou plusieurs bug bounty. Et également, s'il existe des correctifs pour les déployer. Et la dernière, c'est en gros le détail de la faille. Là, je ne vais pas aller dans le détail, mais c'est ce qui va permettre d'affiner, et là on peut discuter des fois aussi avec le chercheur, c'est ce qui va permettre d'affiner le score CVSS. Donc une fois qu'on a ça, on a publié le bug bounty, on a les failles qui sont tombées, il va falloir corriger la faille, l'analyser aussi, savoir si on peut la reproduire, voir si la criticité elle est justifiée. Discuter éventuellement avec le chercheur, j'en ai parlé également, mettre à jour les statuts, et si tout est OK, on va soit négocier un petit peu, soit payer la prime. Donc là, c'était la théorie. Maintenant, je vais redire un petit peu ça, mais sous la forme d'un cas concret. Donc on va prendre l'exemple d'un site qui vend des affiches du Basecamp. Voilà. Un truc tout bête, avec un front, peu importe la techno, une API, et on pourrait imaginer avoir le workflow suivant, une page où on a le détail d'une affiche, où on peut choisir le type d'affiche qu'on veut. Est-ce qu'on la veut en couleur ou est-ce qu'on la veut en noir et blanc? On va rentrer des coordonnées pour pouvoir se la faire livrer, et on va pouvoir choisir le nombre d'affiches qu'on veut acheter. Ensuite, on va passer sur la page de paiement, et enfin une page de confirmation. Donc l'exemple, il est simple, voire simpliste, hein, on va le voir, mais on pourrait imaginer avoir une API et avec les endpoints suivants, donc un slash affiche qui listerait les affiches pour pouvoir afficher la liste des affiches qui sont disponibles sur le site, et le slash affiche slash son ID, où là on aurait un petit peu plus de détails avec les variantes, typiquement ici la couleur ou le noir et blanc, et le prix de la variante. On pourrait imaginer également avoir 2 autres endpoints qui seraient la commande et le paiement. Alors pour la commande, là on voit quelle variante on a choisi, le nombre d'exemplaires qu'on a choisi et le prix total que ça va coûter, plus les infos utilisateurs qui passent. On pourrait imaginer avoir ce endpoint qui serait protégé par un token JWT ou que sais-je, peu importe, pour l'exemple, c'est pas très important.
Et puis le endpoint de paiement qu'on n'utilisera pas non plus, mais qui pourrait voilà, prendre un ID de transaction, l'ID de la transaction CB par exemple. Alors c'est parti, avec cet exemple-là, on va lancer le bug bounty. On va décrire un petit peu la société, on va décrire le contexte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là on voit qu'il y a des données utilisateurs qui vont transiter. On va faire un paiement, donc on voudrait s'assurer qu'il n'y ait pas trop, voire pas du tout de faille dans ce qu'on est en train de faire. Pour les scopes, ça illustre ce que j'ai dit tout à l'heure, on avait 2 API qui étaient protégées derrière une authentification. Alors peut-être, celle-là, on va la mettre hors scope, l'authentification, parce que peut-être on va vouloir déléguer cette authentification à un IAM quelque part, ou à Facebook, ou à Google. Et donc on va vouloir la mettre hors scope. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est notre API, api.bricecamp.affiche.com. Celui-là, on va vouloir qu'il soit un petit peu testé par les chercheurs. Sur cette API, on va vouloir tester les endpoints d'affiche. A priori, il n'y aura pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais il y a le endpoint commande, on l'a vu tout à l'heure, et le endpoint de paiement. Pour ce bug bounty, on va mettre 4 niveaux de prime, de 100 à 1500 €, et on va demander à ce que le bug bounty soit privé, donc il va y avoir des invitations de Hunter. Donc ça y est, on est parti, le bug bounty, il est publié, et vous l'avez peut-être déjà remarqué dans les payloads de tout à l'heure, il y a une faille tombe. Et oui, il est possible de changer le prix qu'on va payer. Donc la faille, elle est critique. Il y a potentiellement là une perte de business, puisque l'argent rentre pas, ou en tout cas pas correctement. Donc pour nous, il va falloir le reproduire, le corriger, et puis clôturer le rapport. La faille apparaît hyper simple, ça peut paraître ridicule, mais comme beaucoup de boîtes, quand on a un patrimoine applicatif très très gros, on est très souvent focalisé sur les nouveaux projets, et puis des fois on oublie un petit peu le legacy, ou alors les évolutions sur des petits projets, des petits WordPress, etc. Et il s'avère que cette faille, il y a ce genre de faille qui nous a été remontée clairement. Ouais, c'est une faille qui est inspirée d'une faille réelle qu'on a eue chez nous. En tout cas, la technique d'attaque, on a déjà eu ce genre de choses. Donc voilà. Le cas concret, c'est donc on l'a vu, on peut modifier le prix et ça se passe entre l'étape de la commande et l'étape du paiement. On l'a vu, le payload de commande, il prend un prix total. Donc là, on voit que si on choisit 2 affiches en couleur à 20 €, on a un prix total à 40 €. Et quand on passe sur la page d'après, on affiche le montant à payer, et si on valide, on imagine que ça va être le montant qui est affiché, qui sera prélevé. Donc pour reproduire, on va utiliser des outils type Burp Suite ou Zap. Alors moi, en tant que SSI champion, j'ai eu une formation à ces outils-là. C'est une faille que je connaissais en tant que développeur, mais que j'avais jamais mise en application. Et donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire ces outils-là? Ils vont faire proxy, c'est-à-dire que quand la requête de commande va partir, on va pouvoir intercepter la requête, modifier le payload et pouvoir afficher la page de paiement avec un prix à 2 €. Là, par exemple, donc dans mon exemple, j'ai pris ça. Donc le prix total, qui normalement était à 40 €, passe à 2 €. En fait, dans la communauté SSI Champion, là, les personnes doivent, pour bien manipuler Bug Bounty, doivent maîtriser ces outils. C'est les outils des hackers qui sont utilisés du coup aussi par les hunters, les chasseurs de primes. Et en fait, il est nécessaire de pouvoir reproduire. Et du coup, à ce titre, ces profils-là, ils doivent être formés à ce genre d'outils. Ouais. Alors, du coup, la faille, là, on la reproduit. Elle est avérée, elle est critique. Et donc, il va falloir la corriger. Là, on vient de le dire, l'exemple, il est simple, voire un peu simplissime. Il y a une bonne pratique dans le développement web, et j'apprends pas grand-chose à personne, je pense, c'est de ne jamais faire confiance aux données qui rentrent dans un serveur. Donc, on pourrait refactorer l'API commande un petit peu à la mode d'un panier pour donner les éléments qui ont été choisis par l'utilisateur et calculer le prix côté back. Voilà, c'est une des propositions. Après, peut-être il y en a d'autres. Donc, une fois qu'on a fait ça, on fait la faille. Bon, on l'a vu, elle est avérée. Il faut déployer le correctif. Il faut demander au chasseur une confirmation quant au correctif qu'on a déployé en prod. Il faut payer la prime puisqu'elle est avérée. Et idéalement, il faut faire une analyse à froid pour savoir pourquoi est-ce qu'on a laissé cette faille en prod. Ça peut être
un vieux endpoint. Il y a plein de raisons, mais en tout cas, idéalement, il faut faire le post-mortem, quoi. Alors, les enseignements. Après 2 ans de mise en place des SSI champions chez West France, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas de petites failles. On a vu plein de choses. Là, l'exemple, il était simple, il était gros un peu, mais c'est un exemple qui sort d'un fait réel. Et nous, on a vu des choses, des swaggers exposés en production. On a vu des passes de métriques type Prometheus ou Hellcheck exposés en prod. On a même vu des dumps SQL accessibles, des authentifications bypassées. Des modifications de payload, donc ça on vient juste de le voir, ça arrive aussi. Il y a des outils type OWASP là qui nous permettent de voir le top 10 des failles et les bonnes pratiques quant à du bug bounty ou de la sécurité au sens large. Donc voilà, il n'y a pas de petites failles, il faut être humble face aux remontées des hunters dans le bug bounty. D'une part parce qu'il y a du travail qui a été effectué par ces personnes-là, et d'autre part parce qu'on n'est jamais à l'abri. On a tous travaillé sur des périmètres legacy avec des technos homogènes, des périmètres un petit peu obscurs, et donc ça peut arriver n'importe quand. Je pense qu'il vaut mieux payer une prime plutôt que de se faire pomper la base de données et de la voir sur des forums un peu partout. Par contre, je pense que pour se lancer dans le bug bounty, il faut être capable de comprendre un petit peu ce monde-là, capable de reproduire les failles. Moi, je suis pas un expert de la sécurité, mais j'ai cette casquette de SSI champion qui est très intéressante. Et voilà. Donc le savoir, il faut également, quand on met en place le bug bounty, être capable de borner le périmètre. On a parlé de pentest en interne. Aujourd'hui, on n'avait pas forcément les capacités chez OS France, mais l'idée c'est que le SSI champion puisse monter en compétence là-dessus pour pouvoir en faire à son niveau et pouvoir ensuite proposer des bug bounty de manière un peu plus sereine. Il faut réagir vite. Alors c'est pas toujours facile. Je prends le cas de gens qui travaillent en agilité avec des sprints qui sont déjà pleins. Il faut pouvoir descoper pour pouvoir corriger le bug. Je dis pas qu'il faut le corriger dans les 2 jours, mais il faut être assez réactif et surtout selon la criticité de ce qui peut être trouvé. Et pour la petite anecdote, moi je conseille de ne pas ouvrir en fin de semaine parce que pour ma première expérience, je l'avais ouvert un jeudi soir et ça a commencé à tomber dans le week-end. Donc c'est un petit peu anxiogène à ce niveau-là. Des formations, donc là on en a eu chez West France et la communauté des SSI. Ça génère de l'entraide et c'est plutôt sympa, je trouve, au bout de 2 ans d'expérience. Alors pourquoi c'est intéressant de déployer un bug bounty? C'est ultra vertueux. On le voit au niveau de la communauté. Finalement, en fait, c'est un des outils finalement de cette communauté, mais qui est ultra structurant. En fait, alors on a dit 20 personnes. En gros, l'idée c'est d'avoir 20 périmètres à la cible ouverts. Et du coup, ça fait vraiment de l'échange, ça fait vraiment de l'apprentissage dans les équipes, entre équipes. Là, maintenant, l'idée, c'est que chacun est monté un peu en compétence. C'est d'avoir finalement, avant d'ouvrir un périmètre et de se prendre une avalanche de remontée, d'avoir un pentest interne. Et du coup, on a des gens maintenant compétents pour faire ça, pour avoir, on sait à peu près les pièges où il faut pas aller. Tout à l'heure, Florent, il parlait d'humilité aussi, c'est hyper intéressant. Alors, c'est plus du RH, mais quand on arrive, en fait, il y a des équipes qui ont la confiance, clairement. Oh bah oui, j'y vais, ils sont sereins. Et là, c'est un juge de paix, le bug bounty. Et moi, j'ai été particulièrement surpris sur certaines équipes, dans un sens ou dans l'autre, où des gens avec des choses un peu legacy, bricolées, mais finalement très pointues, je pense, sur la sécu, où derrière, on ouvre un programme, il n'y a rien. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Et donc là, c'est factuel, le juge de paix, et ça doit être déployé dans le bon sens. En fait, il faut favoriser finalement cet apprentissage et l'humilité qu'on a autour de ça, quoi. Vraiment un cercle vertueux. Ludique, en fait, Florent, il a son wallet, il gère ses primes, quoi. Il discute, il négocie. Par rapport à l'activité de développeur, c'est
alors c'est peut-être pas tous les développeurs, mais beaucoup de développeurs aiment beaucoup diversifier finalement ce genre d'activité, et ça donne un côté sympa. Et voilà, quand on est en Kanban, on est en Scrum, on est en je sais trop quoi. Voilà, ça permet de sortir des fois du sprint et d'avoir cette activité. Dans le retour d'expérience aussi, des équipes qui étaient, Florent en a parlé, mais très très Scrum. Et ben en fait, on l'a vu, ça a mis quelques semaines, voire quelques mois. Quand il y a une remontée, ça casse leur sprint et leur rigidité Scrum. Et du coup, c'est ultra intéressant et vertueux. Où il y a une faille critique, moi je voyais, en gros, c'est l'urgence. Et en fait, voilà, ça met quelques semaines des fois dans des habitudes d'équipe ou des problématiques avec le métier où on était dans un cadre Scrum assez fermé, quoi. C'est ultra simple à mettre en place. Alors j'espère que c'est bien illustré ici, mais finalement, alors je l'ai pas mis là, mais on est accompagné d'un CSM. Ça c'est important parce que beaucoup, alors vous en avez peut-être dans la salle, d'expérience Bug Bounty. Si c'est pas bien accompagné, je pense qu'on peut tomber dans des pièges où on déploie quelque chose et puis il y a que des robots qui vont scanner nos sites et ils vont remonter des failles assez, genre la faille qu'on a vue là. Ça va pas être dur de remonter ça via des robots. Par contre, des failles un peu plus sioux à trouver. Là, le CSM est ultra intéressant parce que on est en privé, on sélectionne nos hunters et c'est cette personne, entre autres, qui nous aide à sélectionner les bons hunters en fonction du contexte. C'est pas du tout pareil de tester des applis mobiles que des API, des API avec du keycloak. Et du coup, il y a des profils de hunter, des compétences, et ça, en fait, c'est une des raisons pour laquelle on n'est pas encore en public. C'est qu'on aime bien ce côté-là où on maîtrise nos hunters, on commence à bien les connaître d'ailleurs, et il y a une relation de confiance qui se fait avec eux. Parce que la dynamique des points est intéressante aussi dans la plateforme qu'on utilise. C'est que finalement, cette relation de confiance, elle est dans les deux sens. En fait, il y a une logique de points où on peut dégrader la note et vice versa finalement, et on peut désintéresser le hunter à s'attaquer à nos périmètres, alors que c'est pas ce qu'on veut. On veut que les hunters s'attaquent à nos périmètres. Low cost, s'y maîtriser. Alors, il y a peut-être des gens de la cyber encore dans la salle, je vais me faire des ennemis, mais clairement, c'est encore le rôle du CSM là qui peut bien vous aiguiller sur comment déployer, combien de hunters mettre, quel périmètre ouvrir, pour ne pas se prendre une avalanche de remontée. Hein. Mais si c'est maîtrisé, il y a des façons de le maîtriser. On a appris, dans le temps, hein, on s'est pris des avalanches et après on comprend pourquoi on se prend des avalanches, mais c'est vachement low cost, quoi. C'est par rapport à des pentests, à des choses comme ça, c'est pas du tout le même rôle. Un pentest, on va demander à une entreprise d'être exhaustif sur un périmètre. Là, en gros, si les hunters ont pas envie de s'attaquer, ils vont pas s'attaquer à notre périmètre. Par contre, voilà, si on maîtrise vraiment nos toilettes. Il y a beaucoup, quand on va voir une nouvelle entité, souvent le risque, ils ont des budgets limités, j'ai ultra peur de me prendre énormément d'avalanches et de ne pas maîtriser mon budget. En fait, ça, c'est totalement maîtrisable. Et je vous en ai déjà parlé, c'est ultra structurant dans la dynamique de la communauté. Voilà, c'est un point de base, ça permet entre autres d'échanger. Je disais ludique parce que c'est vraiment sympa de trouver une faille. Faut de l'humilité aussi avec pour afficher sa faille et dire oui tiens je me suis fait avoir sur telle injection de code, le WASP le top 10 WASP on y passe quoi. Hein. Mais c'est ultra vertueux quoi. Eh ben merci beaucoup. On a pas mal de temps pour les questions, c'est bien. Est-ce que vous avez des questions? Alors déjà le feedback, si vous voulez scanner, on est preneur. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Vous avez faim? Bonjour, merci. Moi, ma question, c'est sur le budget. C'est quoi à peu près le budget standard d'un programme de Bug Bounty chez vous? Tu l'as vu, Florent t'a dit, les primes sur nos périmètres, en gros, on met entre 150 € et 1500 une critique. C'est très dépendant du périmètre forcément, mais en gros il faut des critiques, il n'y en a pas tous les jours quand même, hein, sur un périmètre assez legacy où il y a énormément d'applis. Voilà, on peut se prendre une critique par mois.
Enfin, voilà, c'est très dépendant du périmètre et tout. Mais quand je disais low cost, c'est ça. Quand vous comparez ça à un pen test où en 2 jours on va mettre 10K ou 15K, on n'est pas du tout sur la même grosseur de budget. C'est plus en fait pour comprendre. Vous, quand vous ouvrez un programme de Bug Bounty, vous avez budgétisé à peu près combien vous allez dépenser. Ça, ouais. C'est quoi? Est-ce que vous budgétisez 10K, 20K comme un pen test? C'est ça. Voilà. On remplit un wallet. On provisionne un wallet à hauteur. T'as pas de micro. Moi, j'ai une question en lien. J'ai compris qu'il y avait des récompenses financières, mais qu'il y avait aussi des récompenses en termes de points et de réputation. Ouais. Ça, j'ai moins compris ça. Voilà. En fait, alors, sur cette plateforme, mais sur d'autres aussi, mais sur la plateforme qu'on utilise, en fait, le but des hunters, c'est aussi de gagner des points. Parce que plus ils gagnent des points, plus ils vont pouvoir s'attaquer à des périmètres lucratifs. Je sais qu'OVH a des périmètres où ils mettent beaucoup plus d'argent sur la prime. Donc, voilà, il y a un enjeu de gagner des points. Pour gagner des points, il faut qu'ils nous remontent, il faut qu'ils nous fassent des belles remontées. Donc en fait, c'est tout bête, mais c'est extrêmement vertueux. En gros, il faut qu'ils expliquent bien comment ils ont reproduit la faille, comment nous on va pouvoir reproduire. Il faut qu'ils nous parlent bien. Nous, on va mettre des points aussi bonus sur la façon dont l'échange s'est passé. Si la personne est sympa, on va lui mettre des points. C'est vraiment ça. Et du coup, c'est vertueux parce que ça donne une bonne relation. Et ça évite, des fois, il y a des sujets où, alors le CVSS c'est factuel, comme Florent a dit, et c'est vraiment le juge de paix, ça permet vraiment de pas se prendre la tête tout simplement sur le hunter. Généralement, le hunter, forcément, il va augmenter un peu la criticité de la faille. Et nous, on va dire, non, on va essayer de baisser un peu la criticité. Mais ce mécanisme-là permet vraiment de passer ces échanges de façon saine et vertueuse. Ouais. Et globalement, c'est pareil, plus il a des failles complexes à trouver, plus il va avoir de points. Bonjour, merci pour la présentation. Je voulais savoir si vous comptez passer votre programme en public pour soumettre vos applications à un plus gros scope de Hunter, ou pour l'instant, c'est pas prévu et vous resterez en privé. Alors, oui, ça c'est un projet, c'est sûr. Alors, je suis pas du tout marié avec n'importe quelle boîte, donc je vais être honnête. Aujourd'hui, moi, j'entends des hunters qui me disent c'est pas forcément la bonne stratégie parce que de l'ouvrir en public, vous allez vraiment passer du temps à traiter des rapports non pertinents. Donc, il y aura du taf. Mais il y a certains périmètres, et un périmètre qui est westfrance.fr, où là, on est beaucoup plus serein que d'autres périmètres, où là, typiquement, ça peut être un projet à plus ou moins long terme. Sur un projet où on est assez serein, a priori, il y aura du bruit, beaucoup de hunters sans doute qui vont vouloir remonter des choses hors scope, donc ça va nous demander un petit peu de temps de traitement, quoi. Mais voilà. Merci. Bonjour, merci. Le Bug Bounty, vous le faites uniquement, c'est des accès par Internet, c'est-à-dire que les hackers, ils ont pas accès à votre SI interne. Ou est-ce que vous leur donnez des accès internes ou des logins pour qu'ils puissent accéder à des applications internes? Oui. En fait, il y a plein de features hyper sympas. Alors ça, c'est venu dans le temps sur la plateforme, mais on leur donne des credentials en fait. On provisionne des pools de credentials pour qui nous demandent. Alors il y a plein de façons de le faire, mais ils nous demandent. Et du coup, c'est vraiment boîte grise, boîte noire presque. Enfin boîte blanche, boîte grise, boîte noire. On peut quasiment tout faire. En fait, sur certaines applis. Il y a une autente, on leur filer même des comptes admin quand on est en confiance avec certains, ou derrière ils rentrent dans notre SI. Donc voilà, il y a vraiment la modularité de faire plein de choses. Même sur les applis mobiles, on leur donne l'APK, quoi, typiquement. Une question au milieu, c'est pas simple. Bonjour. Est-ce que vous pensez que si vous n'aviez pas eu cette attaque en 2020, si j'ai bien compris, vous auriez quand même créé ce SSI champion? Est-ce que c'était déjà dans les cartons ou ça a été vraiment l'élément déclencheur? Alors moi je suis arrivé un mois avant l'attaque, mais
Je sais pas, Laurent, t'étais là avant. Je saurais pas dire. Je pense pas qu'on aurait été jusque-là, en tout cas pas si vite, je dirais. Il y avait des choses qui étaient déjà en marche, je dirais, avant ou... Oui, il y a eu, il y avait la création du poste de RSSI dédié déjà, qui avait déjà été acté avant. Donc c'est peut-être un coup monté, hein, mais il voulait du budget, il a eu son budget. Hein. Mais oui, il y avait déjà une tendance. Après, évidemment que l'événement a permis vraiment d'avoir une carte bleue plus accessible. Ouais. Merci. Bonjour. À quel point vous intégrez le bug bounty dans les projets qui sont en cours de développement ou vous attendez absolument qu'ils soient en prod avant d'intégrer ce genre de sécurité ? Alors déjà, il y a des réflexions en amont quand on construit l'application. On a la dimension sécurité qui est maintenant de base en fait. Et une fois qu'elle est en prod, eh bien, on vient mettre à jour le bug bounty. Donc les hackers qui travaillent déjà sur le bug bounty sont notifiés qu'il y a eu du changement, un nouveau endpoint peut-être qui s'est ouvert. Et du coup, ça relance le bug bounty. Voilà. Mais la notion de sécurité, elle est un peu plus présente en amont des développements. Ouais. Il y a un point dont on n'a pas trop parlé, c'est cette relation qu'on a avec eux. Il faut aussi faire vivre justement les périmètres. En gros, un périmètre qui ne vit pas, en fait, ils vont plus revenir, quoi. Donc justement, rajouter des endpoints, rajouter des hunters, c'est aussi une façon de le faire vivre. Et surtout, alors là, je suis porte-parole de la CSM, mais c'est typiquement, il y a des choses qui les fâchent. Mettre en pause le programme. Alors ça nous est arrivé quand on s'est pris des avalanches et à un moment on s'est plus géré. Mais voilà, mettre en pause un programme, c'est contre-productif parce que finalement les hunters vont forcément aller voir ailleurs pendant un moment. Donc ça c'est vraiment, au départ c'est pas simple à gérer, quoi. On a appris à gérer ça dans le temps. Une autre question, 2 autres questions. Bonjour, merci. J'ai 2 questions en fait par rapport à ce que vous venez de dire sur le fait d'intégrer la sécurité en amont. Ça m'intéresse d'avoir un peu plus de détails sur ça. Nous, on réfléchit beaucoup à ça, mais on ne trouve pas forcément de formule très simple. Après, j'ai l'impression que l'histoire de la communauté est vachement intéressante avec la relation avec les hunters. Et la deuxième question, c'était lié au pentest. Alors, j'ai bien compris la différence d'approche et le coût. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt à faire les deux ? Est-ce que ça peut être complémentaire ? On a un peu parlé de boîte blanche, justement, je pensais que c'était peut-être un des aspects, parce qu'on a peut-être plus confiance dans un pentest à vraiment ouvrir tous les accès. Ouais. Voilà, merci. Je vais aller. La deuxième, parce que je suis poisson rouge. On fait les deux. Clairement, c'est complémentaire. Faut pas dire que le bug bounty remplace totalement le pentest. Aujourd'hui, typiquement, on devient un peu éditeur logiciel, nous aussi, et on met des produits sur le marché. Typiquement, un produit qu'on va mettre sur le marché, on va lui faire un pentest, on va s'assurer de l'exhaustivité des problématiques. Donc c'est vraiment complémentaire. Et derrière, on va mettre un bug bounty. Ça, on le fait assez régulièrement. Un programme, typiquement, c'est tout bête. Hein. Un site où on n'est pas serein, on se dit si on le met, on risque de se prendre une avalanche. On va faire un pentest, ça va nous épurer en gros les grosses anomalies. Et derrière, on va pouvoir le mettre dans le bug bounty. Et l'autre question, c'était sur comment intégrer la sécurité en amont dans le développement. Ouais, c'est pas simple. Hein. Mais on est représentatif à un groupe avec des filiales très très isolées, très autonomes, des compétences très très hétérogènes. On a mis, alors si ça se reflète dans la presse, on a mis cette communauté, c'est avant tout le volontariat et l'envie d'y participer plus que derrière les compétences. Alors que tout le monde est compétent, hein, et je pense que c'est la bonne idée pour qu'une communauté comme ça, sans lien hiérarchique, puisse fonctionner. Faut que les gens qui viennent, ils trouvent leur compte, et c'est comme ça qu'après ça s'intègre petit à petit un peu partout. Et on n'est pas ultra exigeant. Il y a des équipes encore où il n'y a pas de SSI champion. Pour l'instant, on ne va pas les chercher. En fait, peut-être qu'un jour ils vont regarder la conf et vont se dire tiens, on n'en a pas chez nous, il faut y aller, quoi. On veut ouvrir notre bug bounty. C'est ultra ludique, c'est ultra sympa à faire. Donc voilà, c'est l'approche. Après, Florent, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Pas grand-chose, non. En termes de process de sécurité, on n'en a pas. Il n'y a rien de défini, quoi. On va jeter un petit coup d'œil lors des analyses avant les devs. On va dire tiens, est-ce que là il n'y a pas un petit quelque chose ? C'est plutôt des choses à penser en amont.
Et c'est à peu près tout. Merci. Tu avais une question? Au début de la conférence, vous avez dit qu'il y avait des moyens de rentrer dans l'application si on était sur site ou si on était à distance. Est-ce qu'il y a des white hats qui viennent sur site avec ou sans votre accord pour faire des tests, quoi? Alors ça rejoint la question de tout à l'heure, mais ils viennent pas sur site, mais on leur donne des accès pour rentrer dans des applications qui typiquement sont derrière un pare-feu chez nous. Voilà. Donc en fait, oui, il y a les moyens de. Voilà, on leur donne pas encore des accès VPN, mais je crois que on pourrait leur donner même des accès VPN. On a fini les questions, il y en a encore. 4 minutes. Vous avez faim. Allez là-bas. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, du coup, suite à cet aspect sécurité, j'ai une question. Est-ce que si vous donnez des credentials comme ça, est-ce que si vous arrive quelque chose, est-ce que légalement vous avez moyen de vous retourner contre le hunter ou pas? Alors tout est extrêmement bien ficelé au niveau de la plateforme. C'est pour ça qu'il faut le faire via une plateforme. Et en fait, déjà, en fait, la mécanique de points. Enfin, contractuellement, les hunters ont signé quelque chose avec la plateforme. Et derrière, nous, dans nos programmes, on a des conditions d'usage, typiquement le DDoS. On pourrait dire qu'ils ont le droit de faire du DDoS sur des sites, mais voilà, la plupart du temps, on dit non. Et derrière, en fait, ça s'est jamais produit. Si ça se produit, il y a un cadre contractuel qui sera à faire respecter. Et puis quelque part, vous comptez aussi sur le cercle vertueux du fait que s'il fait ça et que vous, en tant qu'appelant, vous remontez qu'il a fait une bêtise, il perdra ses points, sa crédibilité et possiblement son taf. Ouais, exactement. Bonjour, merci. Et du coup, est-ce que vous aussi, vous avez des points? C'est-à-dire, est-ce que au niveau de la plateforme, au niveau de la communauté des hunters, est-ce que vous avez un score ou est-ce que c'est juste vous êtes des clients comment nos programmes sont attrayants pour eux. Et c'est un des gros enjeux pour avoir les bons, pour avoir les gens qui vont vraiment fouiller et trouver les belles failles. Ouais. Donc ça, c'est vraiment. Alors, je sais pas de leur côté si ils nous mettent des notes. Je sais pas trop comment ça se passe. Ouais. Mais en tout cas, notre enjeu, c'est d'être attrayant. Et ça, ça s'apprend sur le temps. Okay, merci. On a fini? Super, ce fut un plaisir. On a notre stand Ouest France. N'hésitez pas à venir sur le stand, on est là à votre disposition. Belle journée.